Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session de la mi-journée, le sommaire. Jeudi 8 septembre 2016 dernier, une explosion dans une décharge d'enfouissement de produits avariés avait fait plus d'une dizaine de morts et une centaine de blessés dans la commune de Tori-Bocito. Ce mercredi, la mairie d'Abomey-Calavi a fait don de vivres aux sinistrés du drame de Tori-Avamey. Les précisions dans ce journal. Et puis à Plaroué, les étudiants de cette université sont mécontents. Ils ont organisé une marche de protestation d'Azové à Plaroué. Les raisons de cette manifestation, vous le saurez dans cette édition. Explosion dans le sud de la Turquie, au moins 2 personnes tuées et 16 blessées. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonjour. Direction la commune d'Abomey-Calavi. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a volé au secours des sinistrés de Tori-Bocito-Avamey. Georges Bada, accompagné de ses adjoints et de certains conseillers et cadres de l'administration municipale, ont fait don d'une valeur de 5 millions de francs CFA aux victimes et aux orphelins. C'est le maire de la localité, Robert Tolegbon, qui a reçu les dons des mains de Georges Bada. Le point avec Laurent Toneikes et Romaric Devauchy. Tori-Avamey, l'arrondissement sinistré, à nouveau bénéficiaire d'un soutien multiforme, 25 sacs de riz, 6 sacs de maïs, 10 bidons d'huile, plus une somme d'argent de 4 millions de francs CFA. Les dons n'étaient pas ce mercredi assez nombreux pour la mairie d'Abomey-Calavi pour manifester son réconfort à cette localité. Localité qui garde encore les séquelles d'un drame devenu national. Il faut remonter au 8 septembre dernier pour prendre la mesure de sa gravité. Ce jour, de nombreuses personnes étaient descendues dans ces fosses d'incinération de produits avariés pour tenter d'en prendre pour leurs besoins personnels. La suite, tout le monde la connaît. Plusieurs personnes s'étaient retrouvées avec de graves brûlures. D'autres avaient rendu l'âme dans la manœuvre. Des images insoutenables qui émouvront tout un pays et susciteront émoi, consternation, compassion et bien sûr des soutiens comme celui de ce 23 novembre. C'est un geste. Ce n'est pas ce qu'il faut, il faut plus. Ce que nous apportons ne peut pas penser les plaies, ne peut pas réveiller ceux qui sont morts, ceux qui nous ont précédés à l'au-delà. Mais nous disons que ces morts nous servent de leçon et nous secouent, nous qui continuons de vivre, pour que plus jamais ça dans nos communes, plus jamais ça dans notre pays. Chef d'arrondissement de Tori et équipe dirigeante de la mairie n'ont eu que des mots de remerciement à l'endroit de leurs collègues d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas encore reçu ces genres de ressources-là depuis que nous avons été éplorés. C'est pour la première fois que nous recevons cette quantité et de vivres et de sommes d'argent. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Cela me réjouit. Je vous rassure que ces vivres, ces sous que vous avez amenés iront directement à ces victimes et aux enfants que vous avez déjà identifiés. Cela nous va droit au cœur et nous l'acceptons de bonne grâce. Et en retour, nous vous disons merci. Je vous dis merci au nom des victimes et des victimes collatérales du drame d'Avamey et que Dieu comble la commune sœur d'Abomey-Calavi et veille qu'un tel drame ne survienne plus jamais sur notre territoire national. Près de 3 mois après la survenance du drame de Tori-Avamey, la localité continue de recevoir des dons et aucun soutien ne sera de trop pour elle pour faire face aux conséquences de ce sinistre. Le chef d'arrondissement d'Avamey, Augustin Viano, revient ici sur le bilan de ce drame. Il fait le point des décès, des brûlés, des orphelins et des différentes actions menées. On l'écoute. Sur les 94 victimes que nous avons enregistrées, nous avons eu 32 décès. Et à ce jour, dans les hôpitaux, nous avons encore 24 malades. Il y a 36 qui sont déjà rentrés. Tout le monde n'a pas été admis à l'hôpital. Il y a certains qui ont refusé. Mais sur le nombre de malades acceptés à l'hôpital, qui sont référés à l'hôpital, 32 sont décédés, 36 sont rentrés et il y a encore 24 aujourd'hui à l'hôpital. Nous avons eu 270 orphelins,
tous confondus, c'est-à-dire les scolarisés et les non scolarisés. Nous avons un comité de gestion présidé par le maire de la commune. Dans ce comité de gestion-là, nous avons les représentants de tous les services déconcentrés de l'État et les conseillers communaux, les 13. Donc tout se gère au niveau du comité, mais nous avons un volet prise en charge en matière d'éducation. Nous avons décidé de porter une assistance financière à ceux qui sont scolarisés pour pouvoir leur payer les frais de scolarité. Et nous avons aussi beaucoup de donateurs qui sont venus avec beaucoup de kits scolaires, beaucoup de fournitures. Ceux qui ont été victimes d'un drame pareil, ce n'est pas sûr que si on ne les assiste pas psychologiquement, qu'ils pourraient se retrouver comme auparavant. Quand nous avons exprimé le besoin, Caritas, à travers l'USAID, a pris l'engagement de prendre ce volet-là en charge et ils ont déjà commencé par y travailler. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que la prise en charge psychologique aussi a déjà connu un début. Donc c'est un soulagement pour nous. Tout ce qui est des dépenses et autres à fournir pour les malades, le gouvernement a pris en charge et puis je crois à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Les médecins nous ont conseillé de nourrir les malades pour que la cicatrisation soit accélérée. Ce n'est pas parce que la personne est rentrée de l'hôpital qu'elle est guérie complètement. Et donc ils nous ont conseillé de mettre un accent particulier surtout sur les vivres. C'est pourquoi quand les gens viennent avec ces dons-là, nous disons nous sommes satisfaits parce que nous en avons besoin sur un long moment. D'ici 1 an, voire même plus, nous allons toujours continuer par leur donner à manger. Changeons de registre, le commissariat central de Cotonou a changé de main dans l'après-midi de ce mercredi. Edouard Babatundji est le nouveau commissaire plutôt. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée en présence du préfet du littoral Modeste Toboula, de l'inspecteur général des services de police, représentant du directeur général de la police nationale, des commissaires d'arrondissement, des parents et amis, des commissaires entrants et sortants. Reportage Morey, Arnaud Agua et Denis Maroya. Edouard Babatundji Konfo, commissaire central de la ville de Cotonou. À vos ordres. Le principal de police, Edouard Babatundji Konfo, prend désormais les rênes du commissariat central de Cotonou. Préfet du littoral, frères dames des autres corporations, collègues, parents et amis sont venus féliciter Lambert Agblor pour le travail accompli et encourager le nouveau commissaire central. Je m'en voudrais de négliger la nécessité, l'opportunité de mon témoignage d'admiration et de remerciement à l'endroit des autorités ou sommités administratives et policières qui m'ont fait confiance pour m'avoir nommé et soutenu à ce poste où il m'a été donné de faire une expérience enrichissante, inédite. Après 30 mois passés à la tête du commissariat central de Cotonou, Lambert Agblor n'a aucune tristesse de quitter son poste. Mais j'ai la nostalgie et le chagrin de quitter une famille de collègues, de frères, d'amis, de compagnons. Une équipe, une famille qui m'a permis d'avancer davantage. J'ai le cœur peiné du fait de cette séparation. Edouard Babatundji Konfo est bien conscient des défis qui l'attendent. Je mesure à juste titre et à juste valeur cette confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne. Personnel du commissariat central de Cotonou, le moment est venu de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Restons donc soudés et agissons professionnellement pour atteindre de façon efficiente les objectifs à nous fixer. Je m'appuierai sur les unités spécialisées, les autres forces concourant à la paix et à la sécurité dans la ville, sur les autorités politico-administratives, sur le parquet, sur la population, mais aussi sur le soutien de la hiérarchie.
Le personnel de police du commissariat central de Cotonou ne doute point de l'expérience du tout nouveau commissaire central de la ville de Cotonou. Le porte-parole. Monsieur le commissaire central entrant, à bon vin, point d'enseigne, dit-on. Nous ne doutons pas un seul instant de vos capacités professionnelles et même intellectuelles, encore moins de la tonne d'expérience que vous avez capitalisée. Je vous renouvelle notre entière, totale et globale disponibilité avec un engagement sans retenue à vos côtés pour la réussite de vos nouvelles fonctions. C'est l'occasion pour le représentant du directeur général de la police nationale de sensibiliser le personnel de police. Nous devons bannir les comportements incertains. Nous devons bannir les déviances pour lesquelles ça devient récurrent. Que ça soit au bureau, que ça soit dans les carrefours, que ça soit sur les axes routiers, il faudrait que nous observions la discipline et la déontologie policière. Cérémonie de passation agrémentée par Aline Dey. C'est un nouveau départ au commissariat central de Cotonou avec Edouard Babatunji Confo. Un reportage de Maury Arnaud Agua et Denis Maroya. Éducation à présent. Un module de classe est sur le point de s'écrouler dans une école maternelle de Koundéou. Du coup, les écoliers y côtoient quotidiennement le danger. Leurs enseignants et parents sont dans une angoisse permanente. Aujourd'hui encore, ils n'ont d'autre choix que de lancer un appel au secours. Fréjus Serlan Laurent Tonekes et Fréjus Fiorsi. École maternelle publique de Koundéou. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la plus grande ville du Bénin, Cotonou. À première vue, tout va pour le mieux. L'insouciance joyeuse des enfants, leur jeu, leur bonheur. Mais chaque jour, plus de 150 de ces jeunes écoliers prennent rendez-vous avec la mort. Et si le drame redouté n'est pas encore arrivé, cela semble n'être qu'une question de temps. En cause, ce module de classe construit en 2002 et qui donne tous les signes de l'écroulement imminent. Dalles fissurées, murs lézardés, poteaux branlants, sous le regard impuissant des parents d'élèves maintenus dans une angoisse permanente. Nous avons une situation ici qui n'est pas du tout bonne. Le bâtiment que vous voyez en face là, c'est de ce bâtiment-là il est question. Le bâtiment, pour sa dalle supérieure, est en train de s'affaisser. Là où nous sommes, les prochaines pluies qui vont venir risque de faire tomber la dalle. Elle est là, elle ne tient plus. Ce qui se passe, c'est comme ce qui s'est passé à PK5, où toute une maison s'est effondrée. C'est ce que nous sommes en train d'avoir. Si rien n'est fait, ça va être pire. Or, c'est des enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Non seulement ça, les murs sont tombants. Donc, constatez avec nous ce qui se passe. De peur que le pire ne survienne pendant que les enfants seraient en classe, les instituteurs ont décidé d'installer ceux-ci sur les balcons et dans les escaliers à peine mieux sécurisés. Quant aux parents d'élèves, ils disent avoir entrepris des démarches à l'endroit des autorités municipales et de celles en charge de l'enseignement maternel sans aucune suite concrète. Nous avons été menacés par les parents d'élèves plusieurs fois que nous serons charcutés. Si jamais le bâtiment s'écroulait, donc nous-mêmes là, on va nous poursuivre et ils vont nous charcuter. Et par rapport à cela, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est pour ça que nous avons commencé par solliciter les bonnes volontés et aussi appeler au secours nos autorités. Parce que plus d'une fois, on a déjà envoyé des courriers et ils sont descendus, mais rien n'a été fait. On a écrit au ministère de l'enseignement maternel et primaire depuis 3 ans. On n'a pas eu de suite. On a relancé de toutes les façons, on n'a pas eu de suite. Nous avons encore écrit à la mairie qui avait construit le bâtiment en 2002. On a écrit, on est passé par tous les moyens, la DST est venue, ils ont tout fait, mais ça n'a rien donné. Dans ces circonstances et face à l'imminence du danger, pas d'autre choix pour les parents d'élèves et les responsables scolaires que de lancer un appel au secours. Nous appelons à ce que l'État actuel, l'État de la rupture, le gouvernement de la rupture, de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour que la vie de ces enfants qui nous entourent ici soit sauvée. Nous en appelons à toute personne qui peut nous sauver, des structures privées qui peuvent nous aider à sauver la situation de vide-venir. Parce que c'est grave, l'heure est grave. On ne peut pas comprendre qu'un enfant en difficulté crie au secours et on ne peut pas venir à la rescousse de ce dernier. Parce que regardez, c'est des âmes innocentes. Et vous regardez ces immeubles-là, c'est des immeubles vraiment pas possibles. C'est maintenant le moment de lancer un appel vibrant à nos autorités de venir à la rescousse des enfants, parce que c'est des âmes innocentes, et pour qu'on parle à la situation. Faut-il attendre fermer l'école maternelle publique de Kondéou? En dépit du droit à l'éducation, ce pourrait être là la mesure palliative pour préserver la vie des enfants en attendant la réaction des autorités. Eh bien, nous espérons que les cœurs généreux vont réagir pour sortir ces enfants, ces âmes innocentes de cette situation. Direction le département du Koufou. Nous sommes à Aplaroué. Le flou persiste autour de la situation du centre universitaire d'Aplaroué sur la nouvelle carte universitaire du Bénin. Et pour obtenir des précisions à ce sujet, les étudiants de centre et les populations des 6 communes du Koufou ont organisé une marche de protestation d'Azové à Aplaroué. Voici le point de cette marche à travers ce reportage de notre correspondant Jonas Bouchi. D'Azové à Aplaroué, ce mercredi 23 novembre 2016, les étudiants du centre universitaire d'Aplaroué, soutenus par leurs parents et les autres franges de la population du Koufou, ont battu le macadam parce qu'il se murmure toujours que le seul centre universitaire de ce département est fermé. Et pourtant, le Conseil des ministres du 13 octobre 2016, par le biais du décret numéro 2016-638 portant création de 4 universités nationales en République du Bénin, a rattaché le site universitaire d'Aplaroué à l'Université nationale d'Abomey-Calavi. Où se situe alors le problème? Contre toute attente, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris une simple note de service qui supprime le site universitaire d'Aplaroué. Par l'organisation de cette marche de protestation, le porte-parole des associations de développement du Koufou veut faire savoir que nous tenons à réaffirmer que M. Bienvenu Koudjon, directeur de cabinet, n'est pas au-dessus du président de la République, ni au-dessus du Conseil des ministres. Il demande donc au président Patrice Talon de prendre ses responsabilités. Monsieur le Président de la République, c'est vous seul que toute la nation a porté au pouvoir. Nul ne peut vous distraire à cette tâche. Nul ne peut non plus vous réduire à des pratiques frauduleuses et contraires aux principes les plus élémentaires de la gouvernance. Les populations du Koufou vous demandent donc d'affermir l'autorité de l'État. Elles vous exhortent à rappeler à l'ordre un directeur de cabinet qui se met au-dessus de son ministre de tutelle, au-dessus du gouvernement et au-dessus du chef de l'État pour opposer une simple note à un décret présidentiel. Le premier préfet du Koufou n'a pas pu être témoin de la première marche de protestation à la préfecture d'Aplaroué, mais son porte-parole a promis rendre compte à qui de droit. Il n'a qu'à nous ramener notre université. Au Nigeria, l'armée de l'air a diffusé ce mardi des images montrant des frappes aériennes sur des positions présumées de membres du groupe Boko Haram dans le nord du pays. Elle affirme aussi avoir tué plusieurs terroristes du groupe islamiste. Ces urnes en plastique scellées, ces bulletins de vote en papier et ces cartes d'électeurs soigneusement poinçonnées par les assesseurs et les élections somaliennes débutées fin octobre ont revêtu le costume de la démocratie. Sauf que ce n'est pas beaucoup plus que cela, un simple costume. Reportage. Après plus d'une heure de vote, le résultat est unanime.
Dans cette commune de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, c'est le ministre Cheikh Moudé qui l'emporte. Parmi les électeurs, un fan club d'une quinzaine de femmes. Je suis très heureuse. Nous avons élu le plus bel homme. Les Somaliens devaient participer à une élection au suffrage universel, mais face aux constantes attaques des Chebabs et à l'insécurité dans le pays, le processus électoral a été modifié. Le vote dure depuis 1 mois et seuls 14 000 Somaliens vont pouvoir voter sur une population de 12 millions. 54 sénateurs désignés éliront dans les semaines prochaines le nouveau président. Souvent, le vainqueur est négocié à l'avance et le vote quasi cérémoniel. Mais dans un pays ravagé par 25 années de violence, ces élections, même imparfaites, sont aujourd'hui vues comme une réelle avancée. Ma voix a compté dans ces élections. J'ai voté pour le bon candidat et il a gagné. Nous sommes très heureux. Nous allons faire partie du changement dans notre communauté. Cette élection est juste et bien organisée. Nous sommes heureux parce que c'est la première fois que nous voyons des personnes choisir leur candidat. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le scrutin se déroule aussi en région et pas seulement dans la capitale Mogadiscio. Aucune violence ni attaque des Chebabs n'a été déplorée, mais les observateurs ont noté de nombreuses irrégularités. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. À Kismayo, des chefs du sous-clan Rer Hassan sont en colère. Ils disent que la moitié de leurs délégués ont été remplacés sur la liste, ce que les autorités électorales nient farouchement. Malgré le petit nombre de candidats, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs mois. Direction la Chine, au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors de l'effondrement d'une plateforme de chantier dans une centrale au charbon du centre de la Chine, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Commentaire Fréjus Serwan. L'accident s'est produit à 23h GMT dans une tour de refroidissement en construction de la centrale électrique de Fangcheng dans la province du Jiangxi. Chine Nouvelle avait dans un premier temps évoqué plus de 40 morts, citant des sauveteurs avant que ces derniers ne revoient le bilan à 40 morts exactement. Ce chiffre devrait cependant augmenter car un nombre de personnes inconnues sont toujours bloquées sous les décombres d'après l'agence. 5 ouvriers blessés ont également été hospitalisés. Quelques 68 personnes étaient présentes lors de l'effondrement. Des images diffusées par Chine Nouvelle sur son application mobile montrent un amas de tiges métalliques tordues, une grue tentant de dégager des décombres et des sauveteurs en tenue orange emportant un mort sur un brancard. Au total, 32 camions de pompiers, 212 militaires, 9 chiens spécialisés dans la recherche et 2 drones ont été déployés sur le lieu de l'accident, ont annoncé ce jeudi en fin de matinée les pompiers de la province sur le compte officiel d'un réseau social. Les accidents industriels sont fréquents en Chine, les réglementations en termes de sécurité y étant parfois ignorées et contrôlées de façon laxiste. Au moins 2 personnes ont été tuées et 16 blessées par une probable attaque à la voiture piégée dans le sud de la Turquie, pays frappé par une vague d'attentats depuis le début de l'année. Commentaire. La déflagration s'est produite sur le parking du gouverneur d'Adana, à proximité de l'entrée protocolaire, a indiqué le gouverneur. Plusieurs véhicules garés à proximité de la voiture qui a explosé ont pris feu et plusieurs équipes de pompiers ont été dépêchées sur les lieux qui montraient une colonne de fumée noire s'élevant du parking. Cette explosion survient alors que la Turquie a été secouée cette année par une vague d'attentats liés à la rébellion kurde et à des djihadistes qui ont fait des dizaines de tués. Ces attentats revendiqués par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et l'État islamique ont notamment été menés à Istanbul et à Ankara. Le ministre turc de l'Intérieur a indiqué mercredi que 258 attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année, 214 liés au PKK et 34 liés à l'État islamique, sans compter les 10 à l'extrême gauche. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain.